Pendant des décennies, quand on parlait des meilleurs méchants de l'animation, un seul studio dominait la conversation, Disney. C'est Disney qui nous a offert des antagonistes devenus légendaires, comme Scar, Maléfique, Hadès, Frollo ou encore Ursula. Des personnages qu'on adorait détester, mais qui restaient gravés dans nos mémoires longtemps après la fin du film. Pourtant, quelque chose a changé. Depuis une dizaine d'années, les nouveaux méchants Disney divisent énormément. Beaucoup paraissent oubliables, certains deviennent méchants presque du jour au lendemain, et d'autres donnent même l'impression que le scénario ne sait jamais vraiment ce qu'il veut raconter avec eux. A l'inverse, DreamWorks semble avoir trouvé une formule qui fonctionne de mieux en mieux. Que ce soit Kung Fu Panda, Le Chapeauté 2, Les 5 légendes ou encore Le Prince d'Égypte. Le studio enchaîne des antagonistes extrêmement variés, certains sont profondément tragiques, d'autres sont de véritables monstres sans aucune rédemption. Et certains arrivent même à être les deux à la fois. La différence est simple, DreamWorks ne cherche pas à faire rentrer tous ces méchants dans le même moule. Aujourd'hui on va donc analyser pourquoi DreamWorks comprend mieux que Disney ce qui rend un méchant mémorable. Et vous allez voir que cela ne tient pas seulement à leur personnalité, mais surtout à la manière dont ils sont écrits. L'une des erreurs les plus fréquentes lorsqu'on écrit un antagoniste, c'est de croire qu'il suffit de lui donner un passé tragique pour le rendre intéressant. En réalité, un bon méchant n'est pas quelqu'un que l'on excuse, c'est quelqu'un que l'on comprend. Et c'est précisément là où DreamWorks excelle. Prenons Tai Lung dans Kung Fu Panda. À première vue, c'est un combattant redoutable qui détruit tout sur son passage pour obtenir le titre de guerrier dragon. Mais si l'on regarde son histoire de plus près, on réalise qu'il est surtout le produit de son éducation. Abandonné lorsqu'il était bébé, il est recueilli par Maître Shifu. Ce détail est important car Shifu a lui-même connu l'abandon dans sa jeunesse. Il voit donc en Tai Lung une occasion de devenir le père qu'il n'a jamais eu. Son intention est sincère, le problème c'est qu'il fait une erreur monumentale. Au lieu d'apprendre à son fils adoptif que sa valeur dépend de ce qu'il est, il lui fait croire qu'elle dépend uniquement de ce qu'il accomplira. Très vite, toute l'identité de Tai Lung tourne autour d'un seul objectif, devenir le guerrier dragon. Et honnêtement, peut-on lui reprocher d'y croire? Après tout, Shifu l'entraîne depuis son enfance, comme s'il était déjà l'élu. Il appelle même Grand Dragon. Pendant des années, Tai Lung sacrifie tout pour atteindre ce rêve. Jusqu'au jour où Oogway lui annonce qu'il ne recevra jamais le rôle du dragon. À cet instant, tout s'effondre. Ce qui est fascinant, c'est que DreamWorks ne cherche jamais à justifier les crimes de Tai Lung. Le massacre qu'il provoque ensuite reste impardonnable. Mais le film nous montre parfaitement comment il en est arrivé là. Sa colère n'apparaît pas par magie, elle est la conséquence directe des attentes démesurées que Shifu a placées sur ses épaules. Autrement dit, le véritable antagoniste de son enfance n'était pas Oogway, c'est l'idée qu'il devait mériter l'amour de son père. Et cette nuance change absolument tout. Parce que lorsqu'on comprend cela, Tai Lung cesse d'être simplement un méchant. Il devient une tragédie. Si Tai Lung est une victime de son éducation, Shenlong est victime de sa propre obsession. Dans Kung Fu Panda 2, une prophétie annonce qu'un guerrier noir et blanc mettra fin à son règne. Pris de panique, Shen prend alors une décision absolument monstrueuse, il ordonne le massacre des pandas. C'est probablement l'un des actes les plus horribles jamais montrés dans un film d'animation grand public. Mais c'est aussi ce qui rend son histoire aussi brillante, parce qu'en voulant empêcher la prophétie, il la réalise lui-même. Sans cette attaque, Po n'aurait jamais quitté son village, il ne serait jamais devenu le guerrier dragon, et Shen n'aurait probablement jamais rencontré son destin. Autrement dit, le véritable ennemi de Shen n'est pas Po, c'est sa peur. Une peur tellement envahissante qu'elle détruit absolument tout ce qu'il possède. Ses parents découvrent ce qu'il a fait, horrifiés, il l'exile. À partir de ce moment-là, Shen aurait pu reconnaître ses erreurs. Au lieu de cela, il préfère se convaincre qu'il est une victime. Il se persuade que ses parents ne l'ont jamais aimé. Cette idée devient une obsession. Il passe alors toute sa vie à construire des armes, des canons et une armée gigantesque afin de prouver qu'il a raison depuis le début. Et c'est là que DreamWorks montre toute la finesse de son écriture. Le film ne nous demande jamais de pardonner Shen. Par contre, il nous montre un personnage incapable d'accepter ses propres fautes. Et c'est exactement ce qui le condamne. Lorsqu'il affronte finalement Po, il découvre un adversaire qui a réussi exactement ce dont lui est incapable. Faire la paix avec son passé. Pour comprendre que ce qui lui est arrivé ne définit pas qui il est. Shen, lui, reste prisonnier de ses erreurs jusqu'à son dernier souffle. Quelques secondes avant sa mort, il regarde enfin son reflet avec une forme d'apaisement. Comme s'il réalisait, beaucoup trop tard, que toute sa vie n'a été qu'une immense fuite en avant. C'est ce genre de conclusion qui fait la différence entre un simple méchant et un personnage véritablement oubliable. Le plus frustrant, c'est que Disney ne manque pas d'idées. Au contraire, ces dernières années, le studio imagine souvent des méchants qui possèdent d'excellentes bases. Le problème, c'est qu'il ne développe presque jamais ses idées jusqu'au bout. Le meilleur exemple est sans doute Magnifico, dans Wish, Achat et la Bonne Étoile. Sur le papier, ce personnage avait tout pour devenir l'un des meilleurs antagonistes de Disney depuis des années. Avant de devenir roi, Magnifico a perdu sa famille et son royaume à cause de la guerre et de la cupidité humaine. Cette tragédie l'a profondément marqué, il décide alors de créer le royaume de Rosas, un endroit où chacun peut vivre en sécurité. En échange, les habitants lui confient leur souhait le plus cher. Et c'est justement là que le film possédait une idée brillante. Imaginez un homme qui commence avec les meilleures intentions du monde, quelqu'un qui veut protéger son peuple de toutes les souffrances qu'il a lui-même connues. Mais petit à petit, cette volonté de protéger les autres se transforme en besoin absolu de tout contrôler. Il ne fait plus confiance à personne, il pense être le seul capable de décider quel rêve mérite d'exister. Et sans même se rendre compte, il devient exactement ce qu'il détestait autrefois. Cette évolution aurait été fascinante parce qu'elle aurait montré comment une qualité peut lentement devenir un défaut. C'est un mécanisme psychologique que l'on retrouve dans énormément de tragédies. Le héros croit agir pour le bien, puis à force de vouloir empêcher le pire, il finit par le provoquer lui-même. Malheureusement, le film ne raconte quasiment jamais cette transformation. Au lieu de montrer une lente descente dans la paranoïa, Disney choisit une solution beaucoup plus simple. Magnifico trouve un livre de magie interdit et presque instantanément, il devient un tyran mégalomane. Le changement est tellement brutal qu'il donne l'impression que le
livre fait tout le travail à la place du scénario. Le personnage ne sombre pas progressivement, il appuie simplement sur un interrupteur. Résultat, on comprend son passé, mais on ne ressent jamais sa chute. Et c'est précisément ce qui manque. Un bon antagoniste assume les conséquences de ses actes. Cette faiblesse d'écriture se retrouve aussi dans Raya et le dernier dragon. Namari est censée être une antagoniste complexe, elle n'est pas mauvaise par plaisir, elle agit pour protéger son royaume. Sur le papier, encore une fois, c'est une excellente idée. Les deux héroïnes se ressemblent énormément, toutes les deux sont filles de dirigeants, toutes les deux veulent protéger leur peuple, toutes les deux pensent agir correctement. C'est ce qu'on appelle un miroir narratif. Le méchant représente ce que le héros pourrait devenir en prenant un autre chemin. DreamWorks adore utiliser cette technique, mais Disney passe complètement à côté. Dès le début du film, Namari trahit Raya, elle gagne sa confiance uniquement pour voler la gemme du dragon. Cette trahison provoque la destruction de la gemme, le retour des drones et la pétrification de milliers de personnes, dont le père de Raya. À partir de là, il devient logique que Raya refuse de lui faire confiance. Le problème, c'est que le film semble vouloir nous convaincre que Raya a tort. Plus l'histoire avance, plus les scénaristes insistent sur l'idée que la méfiance est le véritable problème. Pourtant, Namari ne fait pratiquement rien pour regagner cette confiance. Pire encore, lorsque Sisu meurt, après avoir été touché par son arbalète, Namari refuse encore d'assumer totalement sa responsabilité. Elle partage la faute, elle se justifie, elle ne présente jamais de véritables excuses. Et malgré cela, le film se termine par Raya qui lui remet volontairement le dernier fragment de la gemme. L'intention est claire, Disney voulait raconter que la confiance est un choix. Le problème, c'est qu'une confiance n'a de valeur que lorsqu'elle est méritée. Le pardon n'efface pas automatiquement les conséquences, une réconciliation fonctionne lorsque les deux personnages évoluent. Ici, c'est presque uniquement Raya qui fait des efforts. Namari, elle, change surtout parce que le scénario lui demande de changer. Et cette différence est énorme. Prenons maintenant le prince d'Égypte. Même si le film est souvent oublié lorsqu'on parle de DreamWorks, il reste probablement l'un des meilleurs exemples d'écriture du studio. Son antagoniste Ramsès est tout sauf un monstre. Au début du film, c'est avant tout le frère de Moïse. Les deux jouent ensemble, ils rient, ils font des bêtises, ils s'aiment sincèrement. Cette relation est essentielle parce qu'elle rend la suite beaucoup plus douloureuse. Lorsque Moïse découvre ses origines et revient réclamer la liberté des Hébreux, Ramsès se retrouve face au plus grand dilemme de sa vie. Écouter son frère pour respecter tout ce qu'on lui a appris depuis son enfance. Son père lui a répété une idée pendant des années, un seul maillon faible pour briser toute une dynastie. Cette phrase devient sa prison. À partir de ce moment-là, Ramsès n'agit plus uniquement comme un pharaon, il agit comme un fils terrorisé à l'idée de décevoir son père. Libérer les esclaves reviendrait dans son esprit à devenir ce fameux maillon faible. Et c'est ce qui rend le personnage aussi bouleversant. Il aime toujours Moïse, mais son orgueil, son héritage et la pression familiale sont plus forts que son affection. Il fait le mauvais choix, non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est incapable de remettre en question les valeurs dans lesquelles il a grandi. Voilà toute la différence avec Namari. DreamWorks nous montre chaque étape de son conflit intérieur, on comprend exactement pourquoi il agit, on ressent chacune de ses hésitations, et lorsqu'il devient finalement l'antagoniste principal, on n'a jamais oublié qu'il reste, au fond, un homme profondément brisé. C'est cette nuance qui transforme un simple méchant en personnage tragique. Depuis quelques années, Hollywood semble persuadé qu'un bon méchant doit forcément être victime d'un traumatisme, comme si chaque antagoniste devait être secrètement incompris. Pourtant, ce n'est absolument pas une obligation. Certains personnages sont mémorables simplement parce qu'ils sont mauvais, et DreamWorks l'a parfaitement compris avec un personnage devenu culte en seulement quelques scènes. Jack Horner dans Le Chapeauté 2. Ce qui est génial avec Jack Horner, c'est que le film détruit immédiatement toutes les excuses possibles. On apprend qu'il a grandi dans une famille riche, des parents aimants, une enfance confortable, un immense manoir, bref, il n'a aucune raison de devenir le monstre qu'il est. Et c'est précisément ce qui le rend si drôle. Dans un film où tous les personnages recherchent l'étoile à vœux, pour une raison émotionnelle, le chapeauté veut sauver sa dernière vie, Kitty Pat de velours cherche à réparer son passé, Boucle d'Or souhaite retrouver une véritable famille, oui même Boucle d'Or et les trois ours possèdent des motivations profondément humaines. Alors que Jack Horner, lui, veut simplement posséder toute la magie du monde. Pourquoi ? Parce qu'il en a envie. Et ça suffit. Cette simplicité fonctionne parce que le personnage est entièrement construit autour de son ego. Il ne voit absolument personne comme un être humain. Même ses propres employés sont jetables. À plusieurs reprises, il les utilise comme de simples objets. Et lorsqu'il meurt, il ne montre absolument aucune émotion. L'un des meilleurs gags du film résume parfaitement son personnage. Jiminy Cricket, qui représente littéralement la conscience morale, finit par abandonner toute tentative de le rendre meilleur. Il le qualifie d'irrécupérable et Jack répond presque avec fierté, comme s'il considérait cela comme un compliment. C'est juste hilarant, parce que le film ne cherche jamais à le rendre sympathique, il assume complètement son côté monstrueux. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui le rend attachant pour le spectateur. On ne l'aime pas parce qu'il est gentil, on l'aime parce qu'il est incroyablement divertissant. En réalité, Disney maîtrisait parfaitement cette approche. Il suffit de regarder les grands classiques, Scar ne cherche jamais à devenir sympathique, Hades adore manipuler tout le monde, Cruella ne rêve que de fabriquer un manteau avec des chiots, et puis il y a probablement la reine des méchants chez Disney, Maléfique. Soyons honnêtes, la raison pour laquelle elle lance une malédiction sur Aurore est totalement ridicule. Elle n'a simplement pas été invitée au baptême, c'est incroyablement mesquin, et pourtant, c'est justement cette absence totale de retenue qui la rend fascinante. Maléfique n'a pas besoin d'un traumatisme, elle est la maîtresse du mal, point. Son charisme, sa voix, son calme, son intelligence et son incroyable présence à l'écran suffisent largement. Elle entre dans une pièce et toute l'atmosphère change. Chaque apparition devient un événement, c'est ça un grand méchant. Pas forcément celui qui possède l'histoire la plus triste, mais celui que l'on n'oublie jamais. Mais alors pourquoi Disney change-t-il ce qui fonctionnait ? C'est probablement l'un des plus grands reproches adressés au studio ces dernières années. Disney semble avoir peur de laisser un méchant être simplement méchant. Le meilleur exemple reste évidemment le remake de Maléfique, sorti en 2015.
2014. Au lieu de conserver ce personnage iconique, mystérieux et presque surnaturel, le film décide de tout réécrire. Maléfique devient une héroïne tragique, une victime, une femme blessée par une trahison. Le problème n'est pas que cette histoire soit mauvaise, le problème c'est qu'elle efface complètement ce qui faisait la force du personnage original. L'ancienne Maléfique représentait le mal absolu, elle était presque une force de la nature. Le remake, lui, cherche constamment à l'excuser, comme si un personnage ne pouvait plus être simplement malveillant. Cette tendance touche énormément de productions modernes, on veut expliquer, justifier, humaniser, parfois cela fonctionne, mais parfois on finit surtout par enlever tout le mystère. Et un méchant sans mystère perd souvent une grande partie de son impact. Disney souffre aussi d'un autre problème, son obsession des twists vilains. Depuis la Reine des Neiges, le studio adore révéler, dans les 10 dernières minutes, que le véritable méchant était quelqu'un qu'on ne soupçonnait pas. Sur le papier, cela paraît brillant, dans les faits, cela fonctionne rarement. Prenons Hans. Lorsqu'on découvre qu'il manipule Anna depuis le début, la révélation surprend. Mais une fois l'effet de surprise passé, beaucoup de scènes précédentes n'ont plus aucun sens. Pourquoi sauve-t-il Elsa devant les soldats? Pourquoi protège-t-il le royaume alors qu'il pourrait profiter du chaos? Pourquoi agit-il gentiment, même lorsqu'il est totalement seul? Ces moments existent surtout pour tromper le spectateur, pas parce qu'ils correspondent réellement à la psychologie du personnage. Autrement dit, le scénario privilégie la surprise plutôt que la cohérence. Et c'est un problème que l'on retrouve dans plusieurs films Disney récents. À l'inverse, DreamWorks révèle souvent très tôt qui est le méchant. L'intérêt ne vient donc pas de découvrir son identité, il vient de comprendre sa psychologie. On ne regarde pas Shane en se demandant est-ce vraiment lui le méchant? On regarde Shane en cherchant à comprendre pourquoi il est devenu ainsi. Et cette différence change complètement la manière dont on vit le film. Le suspense ne repose plus sur un rebondissement artificiel, il repose sur l'évolution du personnage lui-même. C'est une écriture beaucoup plus difficile, mais aussi beaucoup plus satisfaisante. Il existe aussi une autre catégorie de méchants que DreamWorks maîtrise particulièrement bien, les antagonistes miroirs. Le principe est simple, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, le méchant ne représente pas seulement un obstacle, il représente ce que le héros pourrait devenir s'il faisait les mauvais choix. C'est une technique d'écriture très ancienne que l'on retrouve dans les plus grandes histoires, parce qu'elle permet de rendre le conflit beaucoup plus personnel. Et DreamWorks l'utilise brillamment dans les 5 légendes, avec Pitch Black. Pitch n'est pas simplement un croque-mitaine, il est l'incarnation même de la peur. Depuis des siècles, il regarde les enfants croire au Père Noël, au lapin de Pâques, à la fée des dents et au marchand de sable, tandis que lui est condamné à être oublié. Personne ne croit en lui, personne ne l'aime, et cette solitude finit par nourrir sa haine. C'est justement pour cette raison qu'il s'intéresse autant à Jack Frost. Au fond, les deux personnages se ressemblent énormément. Pendant des centaines d'années, Jack est lui aussi invisible. Les enfants ne le voient pas, et les adultes ignorent qu'il existe. Pire encore, il ne se souvient même plus de qui il était lorsqu'il était humain. Les deux vivent exactement le même isolement. La différence, c'est la manière dont ils y répondent. Pitch transforme sa solitude en colère, Jack transforme la sienne en joie. Même lorsque personne ne peut le remercier, Jack continue d'offrir de la neige aux enfants, de provoquer des batailles de boules de neige et de créer des moments de bonheur. Pitch, lui, veut que le monde souffre autant que lui. Et c'est précisément ce qui fait de lui un excellent miroir du héros. Il montre ce que Jack aurait pu devenir s'il avait laissé son amertume prendre le dessus. Disney a bien essayé d'utiliser exactement le même procédé avec Callaghan dans Les Nouveaux Héros. L'idée de départ est excellente, Callaghan et Hiro sont deux génies qui viennent de perdre un être cher. Tous les deux sont dévastés par le deuil, tous les deux sont consumés par la colère. Le parallèle est évident, mais contrairement à DreamWorks, Disney ne prend pas suffisamment le temps de construire son antagoniste. Avant sa supposée mort, Callaghan apparaît relativement peu à l'écran. On apprend peu de choses sur lui, ses motivations restent floues jusqu'au dernier acte. Et surtout, le film mise énormément sur l'effet de surprise. Lorsqu'on découvre qu'il est toujours vivant et qu'il cherche à se venger d'Alistair Cray, on comprend enfin ses motivations. Mais il est déjà trop tard. Le spectateur n'a pas eu le temps de créer un véritable lien avec lui. Il y a pourtant une scène qui résume parfaitement ce problème. Hiro rappelle à Callaghan que Tadashi est mort en essayant de le sauver. On s'attend à voir un homme rongé par la culpabilité, un homme qui hésite, qui vacille, qui réalise que sa vengeance a déjà coûté une vie innocente. Au lieu de cela, Callaghan balaie presque immédiatement cette idée. Le scénario semble vouloir nous convaincre qu'il est devenu totalement monstrueux. Mais cette absence d'humanité produit l'effet inverse. Il paraît moins complexe, moins crédible, un simple instant de doute aurait suffi à le rendre beaucoup plus marquant. Encore une fois, DreamWorks montre que les meilleurs antagonistes ne sont pas seulement définis par leurs actions, ils le sont aussi par leurs contradictions. Et enfin, on arrive probablement au meilleur antagoniste que le studio ait jamais imaginé. Un personnage qui, à lui seul, résume tout ce que DreamWorks a appris sur l'écriture des méchants, la mort. Lorsque les premières bandes annonces du Chapeauté 2 sont sorties, tout le monde pensait que le véritable antagoniste serait Jack Horner. Après tout, c'était lui qui poursuivait l'étoile à vœux, mais très vite, un autre personnage vole complètement le film. Un loup, silencieux, calme, qui siffle avant chacune de ses apparitions. Quelques notes suffisent à faire monter la tension. Et c'est là que le film réalise quelque chose de remarquable. La mort n'est pas un méchant traditionnel, elle n'a pas de plan de domination, elle ne veut pas conquérir le monde, elle ne cherche pas la richesse, elle ne cherche même pas le pouvoir. Elle veut simplement récupérer quelqu'un qui a passé toute sa vie à mépriser ce qu'il possédait de plus précieux, sa vie. Pendant des années, le Chapeauté s'est cru invincible, il riait du danger, se lançait dans des combats impossibles, risquait sa vie pour le spectacle. Après tout, il lui restait toujours une autre vie. Cette arrogance est précisément ce qui pousse la mort à intervenir avant l'heure. Le loup le dit lui-même, ce n'est pas normal qu'un être vivant dispose de 9 vies, encore moins lorsqu'il les gaspille, sans jamais les apprécier. Et c'est là que le personnage devient fascinant. Pour la première fois de sa vie, le Chapeauté a peur. Pas peur de perdre un combat, pas peur d'être ridicule, peur de mourir. Une peur tellement forte qu'il abandonne son épée, enterre son costume et décide de disparaître. On assiste alors à quelque chose de très rare dans un film d'animation,
le héros fait une véritable crise d'angoisse. Son souffle s'accélère, son cœur s'emballe, il panique. DreamWorks traite cette scène avec énormément de respect, sans humour, sans casser l'émotion, et c'est probablement pour cette raison qu'elle a autant marqué les spectateurs, parce qu'elle parle d'une peur universelle. Nous savons tous qu'un jour notre temps prendra fin, la mort représente cette réalité que personne ne peut fuir, mais contrairement aux autres protagonistes, elle peut être vaincue. Pas avec une épée, pas avec de la magie, mais en changeant. À la fin du film, le chapeauté comprend enfin que la valeur de la vie ne dépend pas du nombre d'années que l'on possède, elle dépend de ce que l'on en fait. Grâce à Kitty Pat de velours, Perito et tous ceux qui l'entourent, il réalise qu'une seule vie suffit, à condition qu'elle soit vécue pleinement. Et c'est précisément pour cela que la mort décide de partir. Pas parce qu'elle a perdu, mais parce que sa mission est terminée. Le chapeauté ne gaspille plus sa dernière vie, il l'apprécie enfin. Et c'est cette conclusion qui résume parfaitement toute la philosophie de DreamWorks. Le studio ne cherche pas à créer un seul type de méchant, il crée le méchant dont chaque histoire a besoin. Parfois c'est une victime de son éducation comme Tai Lung, parfois c'est un dirigeant consumé par sa propre peur comme Shen, parfois c'est un tyran prisonnier de son héritage comme Ramsès, parfois c'est un monstre délicieusement assumé comme Jack Horner, et parfois le véritable antagoniste n'est même pas une personne, c'est une idée, la peur de mourir. Voilà pourquoi les méchants de DreamWorks nous marquent autant. Ils ne sont pas seulement là pour empêcher le héros d'atteindre son objectif, ils servent à révéler quelque chose sur lui, et souvent quelque chose sur nous-mêmes. Pendant que Disney semble chercher la bonne formule pour ses antagonistes modernes, DreamWorks continue d'expérimenter. Et c'est peut-être cette liberté qui explique pourquoi aujourd'hui, lorsqu'un nouveau film DreamWorks sort au cinéma, une question revient systématiquement chez les fans. À quoi va ressembler le méchant cette fois-ci? Et quand un studio parvient à rendre ses antagonistes aussi attendus que ses héros, c'est généralement le signe qu'il a parfaitement compris comment raconter une bonne histoire. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Snock, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.